Bonjour tout le monde et bienvenue à ce second épisode du Balado municipal. Mon nom est Antoine Favreau et je suis très heureux de reprendre mon rôle d'animateur pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous sommes convaincus que notre sujet de la journée sera vous intéresser puisqu'il est très présent dans notre société actuellement. En fait, nous allons parler du temps. Nos journées, nos semaines, nos mois et voire nos années sont guidés par nos responsabilités, nos obligations, nos loisirs, notre famille et plusieurs autres facteurs qui doivent, naturellement, être conciliés les uns avec les autres. Le concept de conciliation famille-travail est largement documenté depuis plusieurs années. La raison étant que plusieurs problématiques émanent de la difficulté à concilier les différents éléments de notre vie. Celles-ci peuvent non seulement nous affecter en tant que personnes, affecter notre famille, notre travail, mais aussi, de façon plus large, la société en général. Chez Espace Muni, vu notre implication dans le domaine municipal, nous avons voulu aller plus loin sur le sujet, mais en se concentrant davantage sur les personnes élues du Québec. Il faut comprendre que ces personnes ne se sauvent pas des enjeux issus de la conciliation. Bien au contraire. En réalité, puisqu'ils ne sont pas des employés, mais bien des titulaires de mandats politiques, elles ne bénéficient pas de la même façon des politiques et des droits du travail mis en place par le gouvernement. Voilà donc notre sujet d'aujourd'hui, la conciliation famille, travail et vie politique pour les personnes élues. Nous débuterons tout d'abord avec un rapide tour d'horizon de la conciliation ainsi que de son ascension dans les priorités des Québécoises et Québécois. Ensuite, nous discuterons de l'importance de la conciliation dans notre société et les enjeux que celle-ci met en évidence, notamment au niveau des inégalités. Par la suite, nous vous présenterons un projet mis sur pied par Espace Muni axé sur la conciliation famille, travail et vie politique pour les personnes élues du Québec issues du monde municipal. Finalement, nous conclurons avec une discussion fort intéressante entre deux personnes élues pour qui la conciliation et les réalités sont totalement différentes. Dans cet épisode, je serai accompagné de Maude Vigée-Meilleur du Réseau pour un Québec famille, Marie-André Chabot du Secrétariat à la condition féminine, ainsi que de mes collègues Fanny Panicelli, chargée de projet conciliation, famille, travail et vie politique, ainsi que Richard Paulus, agent de projets spéciaux, qui revient pour un second épisode. Alors, sans plus attendre, parlons de conciliation. Bonjour Fanny, bonjour Richard, comment allez-vous aujourd'hui? Bien et toi? Ça va super bien, merci. Merveilleuse journée, quand même. On était content d'arriver à ces discussions-là. Oui, on avait hâte, ça faisait longtemps qu'on avait envie de parler de ce sujet, là, la conciliation. Puis j'espère que vous êtes en forme parce que nous avons un épisode plutôt chargé aujourd'hui. En plus, nous avons la chance d'avoir deux invités avec nous, Maude et Marie-André. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci. Super bien. Good, vous sentez d'attaque pour parler de conciliation? Oui, toujours. Excellent, excellent. Et bien sûr, les derniers mais non les moindres, chères auditrices et chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui au Balado municipal. Je suis vraiment heureux de vous avoir toutes et tous avec moi aujourd'hui afin de discuter de conciliation famille, travail et vie politique. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire à ce sujet, mais aussi recueillir des données concrètes et vous entendre parler de vos différents projets. Par contre, avant de débuter tout de suite sur l'aspect vie politique de la conciliation, je crois qu'il serait pertinent de tous s'entendre sur la question suivante. Qu'est-ce qu'on entend par conciliation et quels sont les différents enjeux qui y sont reliés? Maude, je crois que tu es très bien placée pour répondre à cette question. Effectivement, je pense que c'est important de définir les termes, mais qu'est-ce qu'on entend par conciliation famille-travail avant tout? Ça va vraiment être les stratégies puis les actions qui sont déployées par les individus pour pouvoir jongler entre la famille et le travail. Donc, tu sais, ce qu'on veut atteindre idéalement, c'est un équilibre entre la famille et le travail. Donc, c'est pour ça que les gens vont avoir ces stratégies-là. Par contre, on a beaucoup entendu parler de la conciliation famille-travail du point de vue des milieux de travail. Puis dans ce temps-là, ben, ça va plutôt faire référence aux mesures, aux pratiques de gestion des ressources humaines qui ont été mises en place pour justement appuyer les gens dans cette conciliation-là pour qu'ils puissent atteindre un équilibre entre leur vie familiale et professionnelle.
Mais tu sais, c'est super d'actualité aujourd'hui, la conciliation. C'est un thème qu'on entend parler beaucoup. Mais pourquoi aujourd'hui on se préoccupe autant de la conciliation famille-travail? Bien, pour répondre à la question, je vous inviterai à faire un petit retour, dans le temps. En fait, je pense qu'il faut se rappeler qu'en tant que société, on a pris des décisions vraiment importantes. Là, si on pense, par exemple, en 1997, on a mis en place notre réseau de services de garde subventionnés. Aujourd'hui, ça fait en sorte que le Québec est un des endroits au monde avec le plus haut taux de mères de jeunes enfants sur le marché du travail. Si on va un petit peu plus loin dans le temps, en 2006, il y a eu la mise en place du régime québécois d'assurance parentale, le RQAP, qui a eu un impact sur la natalité, mais aussi sur l'implication des pères, là. Ça leur a permis, en fait, d'être plus présents dans la première année de vie de leur enfant, donc ça, c'est pas rien. Si on ajoute à ça, il y a aussi la valeur accordée à la sphère du travail qui a évolué dans le temps. Si on pense à la génération Y, bon, c'est une génération pour qui chaque expérience mérite d'être vécue. On voit que le travail est un peu moins central dans la vie, il est important, mais peut-être pas au même rythme puis à la même intensité, qu'avant. Je pense qu'il y a aussi des éléments aussi intéressants par rapport, au vieillissement de la population, l'augmentation de l'espérance de vie, donc l'augmentation des responsabilités, de proches aidants, qui jouent dans la balance, c'est sûr. La pénurie de main-d'œuvre. Récemment aussi, la pandémie, je pense que c'est venu démocratiser plusieurs, pratiques qui sont plus favorables envers la conciliation famille-travail, quand on pense au télétravail là, qui a occupé une plus grande place. Donc, on est vraiment dans un contexte où les organisations n'ont juste pas le choix de s'adapter aux attentes, aux besoins des travailleurs et des travailleuses pour les recruter, mais aussi pour les maintenir en emploi. Puis donc, ben, ils ont tout intérêt à s'engager en faveur de la conciliation famille-travail. Dis-moi, tu sais, pour nous aider à mieux comprendre la place que peut représenter la conciliation dans le quotidien, aurais-tu quelques données à partager avec nous sur le sujet? Oui, oui. En fait, selon le plus récent sondage qui a été mené par, Concilivy, c'est auprès de 3 000 travailleurs et travailleuses, qui sont soit parents, proches aidants et ou les 2. On constate que c'est 9 personnes sur 10 qui placent la conciliation famille-travail dans le top 3 des critères pour choisir un emploi. C'est pas rien. Si on regarde aussi comment la conciliation famille-travail est vécue en 2003, on voit qu'elle demeure plus difficile pour les femmes que pour les hommes, là. En fait, c'est 67 contre 61 des hommes qui rapportent que concilier, c'est une source de stress importante, donc plus difficile pour les femmes. Par contre, ce qui est intéressant, si on regarde les hommes, même si les hommes, ils vivent moins de stress, ils sont plus nombreux à craindre pour, d'avoir des répercussions négatives sur leur carrière s'ils utilisent les mesures de conciliation famille-travail offertes ou s'ils font des demandes d'accommodement à leur employeur, là. C'est 31 qui ont ces craintes-là chez les hommes contre 26 chez les femmes. On voit donc qu'il reste quand même du travail à faire pour les hommes, ben, pour qu'ils se sentent légitimes de se prémunir des mesures, mais aussi pour qu'ils s'impliquent davantage dans la prise en charge, des responsabilités familiales, et de proche aidance. Merci beaucoup, Maude. C'est vraiment très intéressant d'entendre pourquoi la conciliation est autant présente dans le vocabulaire québécois de nos jours. Je pense que c'est vraiment important pour tout le monde de réaliser que c'est un concept qui touche à plusieurs sphères de la société et donc que la conciliation nécessite le travail de plusieurs milieux. Oui, ça a beaucoup évolué dans les dernières années, mais on s'entend qu'il reste encore du travail à faire, autant pour les travailleuses, les travailleurs, que les organisations pour lesquelles ces personnes travaillent et, bien sûr, le gouvernement. Comme pour plusieurs débats, l'égalité peut représenter un enjeu et la conciliation n'en fait pas exception. Pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas atteinte selon plusieurs statistiques. Je t'invite donc, Marie-André, à nous en parler davantage. Oui, merci. Moi, du secrétariat à la condition féminine, là, au gouvernement, on travaille sur plusieurs thèmes qui sont vraiment incontournables pour arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes. Puis parmi ces thèmes-là, il y a le partage des responsabilités familiales et la conciliation famille, travail, études, qui sont 2 thèmes extrêmement interreliés. Puis, il y a le thème de la représentation des femmes dans les lieux décisionnels.
Donc, si on parle d'abord du partage des responsabilités familiales, pourquoi c'est un thème important? C'est parce qu'il y a plusieurs inégalités économiques, comme des égalités du revenu, de l'emploi, qui découlent d'inégalités présentes au sein des foyers, au sein des familles. Puis tant que les responsabilités domestiques et familiales vont être réparties inéquitablement, il y a de nombreuses femmes qui vont choisir le travail à temps partiel, qui vont avoir accès ou choisir moins de progression de carrière. Puis ça a un impact sur leurs revenus actuellement, mais même au-delà de la durée de leur participation au marché du travail. Ce que les données nous disent, c'est que dès l'âge de 25 ans, les femmes, même sans enfants, passent plus de temps aux tâches familiales et domestiques que les hommes. Par jour, c'est une différence d'une heure. Donc, une heure de plus pour les femmes à accomplir du travail non rémunéré, familial ou domestique, puis pour les hommes, une heure de plus à faire du travail rémunéré. Donc, on ne sépare pas notre temps de la même manière. Pour un partage équitable des responsabilités familiales, ben, on travaille à la fois dans la sphère privée et publique. Fait que dans la sphère privée, on travaille à atténuer les stéréotypes sexuels. Par exemple, Maude nous mentionnait que les hommes sont plus craintifs à l'idée de se prévaloir des mesures de conciliation. Ça, c'est une question de stéréotypes sexuels. Puis on travaille aussi à éduquer les filles et les garçons aux relations égalitaires. Puis dans la sphère publique ou dans le milieu de l'emploi, bien, on cherche à atténuer les occurrences de conflits entre les différents rôles des personnes par des mesures de conciliation. Donc, ces deux sphères-là ensemble, on espère arriver à plus d'égalité. Merci Marie-André pour ce que tu viens d'expliquer, c'est extrêmement intéressant. Peux-tu nous en dire davantage sur la sphère publique et surtout la place des femmes dans les lieux décisionnels? Oui, absolument. Mais l'autre thème incontournable pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la représentation des femmes dans nos lieux décisionnels, la politique, les affaires. La participation des femmes, c'est incontournable pour la prise en compte de leur réalité et de leurs besoins dans les politiques publiques, dans les projets de développement, puis même dans la sphère des produits et services offerts par les entreprises privées. Quand les femmes ne sont pas suffisamment nombreuses autour de la table, ben, c'est démontré que leurs besoins ne sont pas pris en compte. C'est pas de la mauvaise foi, c'est juste qu'on n'y pense pas. Et petit exemple là-dessus, là, souvent dans les techs, les technologies, c'est majoritairement masculin comme domaine. Puis ils se sont rendus compte que toutes les applications sportives, par exemple, pour faire le suivi de nos jogging, ben, les femmes les utilisaient beaucoup moins que les hommes. Pourquoi? Ben, parce que les femmes ne veulent pas nécessairement partager leur parcours de course pour pas être attaquées, harcelées, suivies pendant leur activité de loisir. Fait que ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été pensé au départ parce que souvent, ben, les femmes sont moins autour de la table de ces brassages d'idées-là. L'idée est bonne, elle n'est pas mal intentionnée, mais il y a quand même un effet différencié. Si on revient à notre politique municipale, pour arriver, à ce que les femmes soient bien représentées, ben, l'idéal, c'est la parité, hein. C'est 50 de femmes, 50 d'hommes. On entend parler aussi de la zone paritaire. Ça, c'est une zone qui est souvent définie 40 60 de représentants, représentantes de chaque sexe. Hem, donc, à 40 de femmes, là, les effets négatifs du débalancement de genre commencent à être amoindris. Donc, si on se concentre en politique municipale, ben, c'est sûr que là, on a 5 mairesses élues dans les 10 grandes villes du Québec. On pourrait avoir tendance à perdre de vue le portrait complet parce que la parité, elle est loin d'être atteinte. Actuellement, il y a 24 de personnes élues à la mairie qui sont des femmes, puis 38 des personnes élues comme conseillers-conseillères municipales qui sont des femmes. La parité, n'est pas atteinte non plus, ni au provincial ni au fédéral. Les femmes sont toutefois mieux représentées dans les grandes municipalités au Québec que dans les plus petites. C'est toujours extrêmement intéressant, notamment de voir comment
cette question de la parité, vient s'inscrire dans les milieux décisionnels au regard de ce que tu viens d'aborder, Marie-André, la conciliation donc et la représentation des femmes dans les lieux décisionnels. Pourrais-tu nous expliquer comment est venue l'idée, du projet sur la conciliation famille, travail et vie politique des personnes élues municipales au Québec? Oui, une des particularités de la fonction élective dans les petites ou moyennes municipalités, c'est qu'elle s'effectue la plupart du temps à temps partiel. Les personnes élues, si elles ne sont pas retraitées ou indépendantes de fortune, elles continuent d'occuper un emploi rémunéré en plus de leur fonction élective. C'est donc un défi supplémentaire de conciliation pour ces personnes-là. Les possibilités de conflit entre tous les rôles sont plus grandes. Il y a certaines personnes qui croient que les femmes sont moins présentes en politique parce que c'est un domaine qui les intéresse moins. C'est complètement faux. Les femmes votent plus que les hommes et pour toutes les tranches d'âge, les femmes sont très impliquées dans tous les comités qui s'intéressent aux affaires municipales. Donc, les femmes s'intéressent à la politique. C'est plutôt une multitude de conditions externes qui freinent l'implication des femmes. Donc, l'idée est née de réaliser un projet avec Espace Muni. Donc, le secrétariat à la condition féminine, on a approché Espace Muni parce qu'on voulait documenter la réalité des personnes élues en termes de conciliation entre leurs différentes sphères de vie, puis idéalement apporter des solutions pour adoucir la conciliation. Si la conciliation est facilitée, bien, on espère lever des barrières qui nuisent à l'implication politique de certaines femmes, mais aussi de certains hommes. Puis à long terme, les objectifs, c'est d'augmenter la représentation féminine, oui, mais de contribuer à une démocratie municipale forte et en santé. Merci, Marie-André, pour ces informations. Je dois avouer que je n'avais pas vraiment vu la conciliation comme étant un élément aussi important à considérer dans la parité homme-femme, surtout dans les lieux décisionnels du Canada et du Québec. En plus, si on s'éloigne un peu de l'égalité dans la représentation, je peux comprendre dans tes propos que la conciliation est un élément clé pour une démocratie en santé. Puis je crois qu'on peut tous s'entendre aujourd'hui pour dire que ça, ben, c'est super important. Faut donc vraiment s'assurer que les personnes élues se sentent bien dans leur rôle pour éviter que celles-ci n'en peuvent plus et que, bien ultimement, quittent leur fonction. C'est pourquoi des projets comme celui que le secrétariat à la condition féminine a mis en place avec Espace Muni sont si pertinents et d'actualité. C'est vraiment un beau projet, mais moi, j'en dirai pas plus. Je vais laisser ma collègue Fanny prendre le relais, elle qui a été l'une des chefs d'orchestre dans la mise en œuvre de celui-ci. Oui, bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Ben donc, en effet, si je dois résumer les propos de mes deux collègues qui, en passant, ont fait des interventions de qualité, pour faire du lien avec le milieu municipal et le projet qui nous occupe présentement, je pourrais dire qu'en fait, du temps, nous en avons tous, mais nous n'utilisons pas tous de la même façon en fonction de nos responsabilités, obligations, de la marge de manœuvre dont nous disposons, la conciliation entre nos différents temps sociaux, nos différentes sphères de vie, la sphère personnelle, familiale, professionnelle, politique, et ben, cette conciliation entre ces différentes sphères est plus ou moins facile ou difficile. Nous l'avons vu avec les statistiques de Maud précédemment. Et les personnes élues, elles, eh ben, évidemment, elles ne sont pas exemptes des problématiques et des enjeux issus de la conciliation. Mais contrairement à la population générale, comme on a pu le voir précédemment, et ben, en fait, les personnes élues municipales ne bénéficient pas de la même façon, des politiques et des droits du travail mis en place par le gouvernement québécois, en tout cas en ce qui concerne leur mandat. J'ajouterais également que le contexte actuel nous offre une opportunité pour aborder la question de la conciliation. D'une part, parce que le marché du travail post-pandémique a connu une transformation significative. On a vu l'émergence du droit à la déconnexion, du télétravail qui est venu vraiment chambouler les pratiques professionnelles dans pas mal de secteurs du travail. Et donc, ça a vraiment accru aussi cette sensibilité qu'ont la majorité des travailleurs à ces enjeux liés à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et quand on parle de personnes élues, évidemment, il y a la vie politique qui vient s'ajouter à ces deux sphères déjà présentes. Et donc, d'autre part, car nous sommes dans une période rythmée par une série de démissions remarquées des personnes élues municipales, et ça fait l'objet d'une couverture médiatique importante. D'une part, par le vécu de ces personnes élues, de ce qu'elles vivent dans leur mandat, et ça fait aussi
et ça met en lumière, si je puis dire, le sujet de la conciliation pour le grand public, en tout cas de ce qui a trait de la conciliation famille, travail, vie politique pour les personnes élues municipales au Québec. En résumé, nous sommes vraiment, à mon sens, à un moment opportun pour réfléchir à des solutions innovantes et pour agir pour un avenir où la conciliation deviendra une réalité accessible à tous et donc en ce compris aussi aux personnes élues municipales au Québec. Ce que je propose maintenant, c'est de faire un portrait résumé des résultats de notre projet. La première chose, ce serait d'abord de répondre à notre hypothèse de départ qui suggérait que les personnes élues municipales au Québec qui doivent concilier famille, travail et vie politique font face à des enjeux temporels plus importants que les autres personnes élues qui n'ont pas à jongler avec 2 emplois. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, la composante politique vient vraiment ajouter de la complexité à la conciliation et il y a plusieurs résultats dans notre projet qui vont dans ce sens-là. Je trouve qu'il est intéressant d'épingler un résultat notamment par rapport au cumul de 2 emplois. En fait, la majorité des personnes élues municipales au Québec occupent un emploi en plus de leurs fonctions électives. Les résultats de notre enquête montrent que les personnes élues qui occupent ce double emploi travaillent en moyenne 50 heures par semaine, contrairement à des personnes qui n'ont que la fonction élective dans leur sphère, professionnelle. Pour ces personnes-là, le nombre d'heures diminue à 29 heures, donc il y a vraiment une, différence significative et importante entre les personnes qui doivent cumuler 2 emplois, contrairement aux personnes qui ne doivent pas cumuler 2 emplois. Ouais, il y a vraiment une différence, assez marquée de la façon que tu en parles, 50 contre 29. Mais est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, ces personnes-là doivent cumuler 2 emplois? Qu'est-ce qui explique, cette réalité-là? C'est une excellente question et avec la question du cumul d'emplois vient plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect des inégalités socio-professionnelles qui influencent la capacité des personnes élues à pouvoir aménager leurs horaires. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'en fonction du type d'emploi «classique» entre guillemets que les personnes élues peuvent occuper en plus de leurs fonctions électives, certains jobs permettent plus facilement, d'avoir de la flexibilité dans les horaires et donc ça a évidemment une implication importante sur le niveau justement d'implication que les personnes élues municipales peuvent avoir, pendant leur mandat. Ensuite vient la question du nombre d'heures prestées, qui est évidemment très reliée à la question de la rémunération, la question du salaire. On sait que c'est quelque chose, voilà, qui fait partie, des préoccupations des personnes élues potentiellement à l'entrée en fonction. Et donc, au travers des sondages et des groupes de discussion qu'on a pu faire, on a pu constater qu'il y avait un manque de normes d'encadrement à ce niveau-là et il y avait des souhaits qui ont été exprimés de la part de personnes élues par rapport à ces questions salariales. Ensuite vient aussi un sentiment de vulnérabilité, hein, qui est très en lien avec ce que je viens d'évoquer par rapport au manque de normes d'encadrement. Il y a un sentiment de vulnérabilité qui est évoqué par bon nombre de personnes élues à travers notre sondage et ça a vraiment un impact sur le bien-être de ces personnes élues par rapport au stress, au sommeil et ça a vraiment un impact, sur toutes les autres sphères de la vie des personnes élues. Mais ce qui était intéressant de souligner, c'est également qu'il y a un paradoxe dans les résultats de notre enquête. C'est que, dans le sondage, 50 des répondants estimaient être suffisamment informés des mesures de conciliation offertes par la municipalité ou la MRC. Ce résultat est évidemment en contradiction, hem, avec ce qu'on a pu entendre dans les groupes de discussion. En effet, dans les groupes de discussion, il n'y a aucune personne élue qui n'a été capable de citer, une seule mesure de conciliation, une mesure formelle de conciliation, au sein de leur conseil qui pourrait les aider par rapport aux enjeux de la conciliation et donc on se pose la question de comment des personnes, peuvent-elles être satisfaites et juger des mesures de conciliation comme étant suffisantes et comme étant, bien informées si elles, en fait, elles n'ont pas connaissance, ils ne sont pas capables d'en citer une seule. Ce qu'on a pu également observer par rapport à ce constat, c'est qu'il y a une forme de normalisation, au niveau municipal que, les personnes élues n'ont pas accès à des mesures
et qu'elles doivent se débrouiller par elles-mêmes. Il y a cette forme, comme je disais, donc de normalisation de la non-présence de mesures de conciliation dans le milieu et la majorité des personnes deal avec ça et s'organisent pour faire face aux enjeux de conciliation. Justement, par rapport à ça, comment les personnes élues peuvent faire face à ce manque de soutien formel et organisationnel? Est-ce qu'il y a des choses révélatrices à ce sujet dans les résultats? Oui, tout à fait. Donc, les groupes de discussion étaient extrêmement enrichissants à ce niveau-là parce qu'il a vraiment révélé la mise en place de pratiques informelles par les personnes élues. Ces pratiques informelles sont extrêmement soutenantes pour les personnes élues qui vivent en fait des enjeux de conciliation et elles sont extrêmement soutenantes parce que comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas en fait de mesures formelles qui existent encore à l'heure actuelle pour les soutenir. Qu'est-ce qu'il existe comme pratique informelle? Il existe du covoiturage, des débriefings en cas d'absence au conseil, du soutien moral, de l'entraide. Il y a également des conseils municipaux qui se sont adaptés pour permettre des conseils en hybride pour permettre à certains élus, qui auraient des enjeux et qui ne pourraient pas être présents, de quand même se connecter et pour pouvoir participer à la vie démocratique. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? C'est que le milieu municipal et les personnes élues municipales sont relativement peu sensibilisés, peu éduqués aux enjeux de la conciliation famille, travail, vie politique. On parlait de normalisation de ces conditions de travail-là juste auparavant. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est qu'en fait, l'accroissement de nouveaux profils et donc de diversité au sein des conseils municipaux au cours des dernières années a fait émerger une nouvelle question qui est de comment je peux réaliser ma fonction élective au mieux, comme je souhaiterais le faire, en tenant compte de ma situation familiale et professionnelle. Et cette question, elle se pose de manière beaucoup plus pressante aujourd'hui, du fait que les personnes élues avaient autrefois un profil plus homogène, donc principalement des hommes retraités, et donc supposément ces personnes avaient des besoins plus similaires, et donc cette question de la conciliation n'émergeait pas autant qu'aujourd'hui. L'émergence d'une plus grande diversité donc au sein des conseils fait croître un besoin de sensibilisation et d'encadrement, par des mesures formelles notamment, plus importantes pour faire face justement à ces enjeux de conciliation pour l'atteinte d'une plus grande équité pour tous. Ben, merci, Fanny. Oui, merci beaucoup, Avec Fanny. plaisir! Qui de mieux placé pour parler de conciliation famille, travail et vie politique que les personnes élues eux-mêmes? C'est pourquoi nous nous sommes entretenus dans les derniers jours avec Madeleine Lefebvre, conseillère municipale de Maniwaki, et Luc Beauséjour, conseiller municipal de Joliette. Voici donc le résultat de leur discussion avec Fanny et Richard. Bonjour vous deux, on est tellement content de vous avoir avec nous, puis on a tellement hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire. Mais pour commencer, j'aimerais ça que vous fassiez un petit tour d'horizon de qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Tiens, je vais commencer avec Madeleine. Oui, bonjour. Bien, moi, je suis conseillère municipale à la ville de Maniwaki depuis 2017, donc pour un deuxième mandat consécutif. Et quand je me suis présentée aux élections en 2017, à ce moment-là, j'avais aussi décidé de commencer un doctorat. Donc, j'ai tout fait en même temps. Ce qui fait que depuis 6 ans, donc, je suis conseillère municipale, mais aussi doctorante en sciences sociales appliquées à l'Université du Québec en Outaouais. Un doctorat que là, je suis en train de terminer. Et tout au long du parcours aussi doctoral, j'ai continué à travailler comme agent de recherche puis à enseigner. Et je suis mère de 2 enfants qui ont aujourd'hui 16 et 17 ans. Mais donc, à l'époque, en 2017, là, il y avait 10 et 11 ans, c'est ça? Donc, maman, je suis maman, je suis étudiante, je suis conseillère municipale et je travaille également, j'enseigne, je fais de la recherche. Alors, si je peux continuer, mon nom est Luc Beausejour, je suis conseiller municipal à la ville de Joliette depuis 2013. Moi, j'ai un parcours un peu atypique des gens qui s'en vont en politique, souvent parce que je ne suis pas issu du milieu politique. Je n'ai pas de bac en sciences politiques. J'ai travaillé toute ma vie à la protection des consommateurs et j'ai fini ma carrière avec des enquêtes de nature dite économique
principalement dans les attributions d'appels d'offres, de trucage d'offres et ce genre de choses. Je suis père de deux enfants de 24 et 25 ans, dont un a besoin particulier, qui me ramène les deux pieds sur terre dans la vraie vie. Essentiellement, c'est ça. Le travail famille, pour moi, c'est important. Puis je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Et je vais avoir échangé avec Madeleine du côté des parents un peu plus jeunes. Moi, ma carrière est déjà terminée en termes professionnels, mais en termes de politique, je pense que j'ai beaucoup à apporter. Merci pour cette présentation. On voulait aussi revenir un petit peu sur ce que vous avez chacun dit l'un et l'autre en termes d'heures de ce que représente votre mandat politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en termes d'implication? Ça va nous donner un petit peu plus de matière pour avoir un meilleur aperçu de vos enjeux aussi de conciliation famille, travail, vie politique. C'est quelque chose qui est difficile, je trouve, à mesurer parce que c'est pas ben oui, il y a des périodes précises là, quand il y a des comités, les conseils municipaux, les pléniers, tout ça, tu sais, des périodes spécifiques où, on se consacre en tout cas moi, je me consacre à mon mandat, mais il y a aussi un peu tout le temps en trame de fond de toutes nos activités, ce rôle-là aussi qu'on porte. En tout cas, moi, c'est comme ça. Maniwaki, c'est une petite ville, là, c'est moins de 4 000 habitants, 4 000 là. Donc, peu importe où je vais, je me fais couramment interpeller. Donc, c'est dur de quantifier, mais je pourrais dire, tu sais, c'est du temps très partiel, là, officiellement, là, tu sais, moins de 10 heures par semaine, officiellement, là, que je consacre au mandat d'élu. Ah, de mon côté, moi, je suis un grand curieux. J'aime pas. Je veux comprendre les choses. Alors, mon 30 heures que je passe, et ça peut valider des fois de 25 à 30, mis à part tous les comités, commissions et tout le tralala, je fais mais énormément de lectures sur tout ce qui nous est donné parce qu'on nous donne des piles et des piles de documents. Et souvent, mon esprit critique m'amène à faire des validations à l'externe pour m'assurer qu'on nous donne l'entièreté du dossier, puis on ne nous passe pas juste les côtés positifs de ce qu'on voudrait bien qu'on adopte. Alors, c'est de là que je mets beaucoup de temps et c'est peut-être à mon désavantage parce qu'il y a des collègues qui ne mettent pas autant de temps, mais moi, j'aime découvrir, j'aime apprendre. Et souvent, j'apprends des choses à mes collègues et ils s'en sont très reconnaissants d'ailleurs. Ben, moi, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, je trouve pas que c'est à votre désavantage, c'est le temps que j'aimerais, en fait, tu sais, dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir fouiller beaucoup plus les dossiers que ce que je me permets, que ce que ma vie me permet de faire, en fait. Mais j'ai des collègues comme ça au sein du conseil qui ont peut-être plus de temps à investir, puis quand ils nous amènent des informations, qui ont pris le temps tu sais, de lire, d'aller chercher, de fouiller. Je trouve ça super aidant parce que on manque. Moi, en tout cas, je manque de temps pour pouvoir approfondir des dossiers, ce qui fait que, comme plusieurs élus municipaux, je vais me rabattre sur les connaissances des fonctionnaires. Tu sais. Et ça va être plus comme quand la DG amène un dossier, je me fie à ce qu'elle dit parce que moi, j'aurais pas le temps de fouiller le dossier davantage. Donc, je suis contente pour vous, Monsieur Beauséjour, que vous ayez la chance de satisfaire votre curiosité puis de lire autant que ça. Des fois, le matin, là, tu sais, quand je lis les journaux, des fois, je trouve des articles intéressants, je les file à mes collègues, mais tu sais, j'ai pas vraiment le temps de faire toutes les recherches. Pas vraiment, j'ai pas du tout le temps, en fait, de creuser tous les dossiers comme je voudrais les creuser. Ouais, mais Madeleine, je voudrais te dire aussi, puis prends-les pas négativement, mais ce que je fais, ça l'aide aussi les gens qui ont moins de temps à le Mhm. faire. Alors, je viens aussi de l'autre côté donner de l'information qui est divergente ou peut-être similaire à ce que nos officiers de la ville nous donnent. Et je comprends que la municipalité de Maniquaki est plus petite que Joliette. Essentiellement, c'est les mêmes dossiers, mais beaucoup plus petits. Alors, et souvent, je me suis aperçu qu'on nous donne beaucoup, beaucoup d'informations. Je voudrais pas dire ça, mais c'est seulement ça, de noyer le poisson un peu. Alors, moi, j'essaye d'enlever un peu d'eau pour essayer de trouver la meilleure qualité du poisson qu'on veut nous donner. Alors, mais quand je dis à mon désavantage, c'est que j'y mets beaucoup de temps. Là, tu sais, on ne calcule pas les heures que l'on fait. Moi, j'adore faire ça. J'en mange et les gens prennent un peu l'information que je vais trouver ou, à leur grand bénéfice. Là, puis, chez nous, il n'y a pas de différence entre celui qui met 2 heures et l'autre qui en met 30 heures. C'est un travail d'équipe, c'est ça que je voulais souligner aussi parce que si c'était juste
Madeleine Lefebvre ou juste Luc Beauséjour dans son conseil municipal. Ça manque de point de vue, ça manque de richesse. Puis même malgré tout le temps, je pense que vous puissiez mettre dans les dossiers, c'est vraiment un travail d'équipe. Fait que, comme vous dites, ce que les uns, les autres peuvent apporter selon leurs obligations, c'est bien que tout le monde en bénéficie. En tout cas, nous, à la ville, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi, là. Tout à fait. En termes de temps, mais en termes d'expertise de chacun de nos côtés, qu'on partage cette information-là, pour moi, c'est très valorisant et très formateur de mon côté parce que j'apprends plein de choses encore à tous les jours. Mais j'aimerais rajouter que si on veut faire au sein des conseils municipaux de la place à des gens qui travaillent comme moi ou qui sont aux études, tu sais, je suis vraiment plus au travail et aux études, des mères de famille, tu sais, des gens que, ben, dans le fond, qui ont un autre profil que les retraités. Je pense que ça prend aussi, tu sais, oui, cette idée de travail d'équipe-là, mais aussi dans l'attitude, euh, parce que tu sais, je vais donner un exemple très concret, là. Moi, quand le conseil municipal est terminé, souvent, je quitte. Tu sais, on termine, merci, bonsoir. Les gens quittent la salle, on a terminé, je dis bye à mes collègues et je m'en vais immédiatement à la maison parce que j'ai le souci de ah, faut que je sois présente pour les enfants, puis je veux revenir le plus rapidement possible. Puis j'apprécie depuis 6 ans que j'ai jamais senti que ça dérangeait mes collègues parce qu'ils comprennent. Mais tu sais, je pense que ça prend une attitude aussi qui va avec le travail d'équipe de «Ah, on comprend qu'il y en a qui n'ont pas le temps de» tu sais, j'ai des collègues qui vont rester après le conseil jaser avec la mairesse, discuter de la vie. Moi, j'ai pas le temps de faire ça et je sens que c'est accepté de la part des collègues, donc ça, je l'apprécie. Tout à fait. Écoute, tu as tout à fait raison. Moi, je demeure aussi, puis moi, je jase pas en conseil. On a plein de temps de jaser ensemble. Je jase avec le citoyen qui s'est déplacé pour venir nous rencontrer. Puis souvent, il y a des non-dits durant le conseil qui vont te transmettre à la fin. Et cette information-là, pour moi, est cruciale aussi pour faire cheminer dans l'appareil municipal. Mais ce que tu dis est tout à fait vrai. Je le vis encore. Moi, je reste parce que j'ai du temps et c'était libre à tous et chacun. Et personne n'en est jugé de cette façon-là. Tout comme la disponibilité des gens de jour qui travaillent, ben, on comprend qu'ils ne pourront pas représenter la ville à des activités autres que le soir ou les week-ends. Alors, c'est de cette raison-là qu'on a développé des liens team, par exemple, le soir pour faire des commissions pour ceux qui sont à la maison, puis qui ont des enfants, puis on comprend tout ça. Alors, pour moi, ça fait partie maintenant de l'échiquier moderne de la politique municipale. Oui, on a commencé à faire ça, nous autres aussi, depuis la pandémie, en fait. Avant, on faisait jamais de réunions hybrides, là. Puis là, avec la pandémie, on n'a pas eu le choix. À un moment donné, il y a quelques conseils municipaux qui ont tous été à distance. Puis on a conservé cette façon-là, dans le sens qu'on essaie le plus possible. Puis 90 du temps, on est présent au conseil municipal, mais j'ai un collègue, par exemple, qui doit travailler des fois à l'extérieur de la province, donc il peut participer au comité en Teams. Même chose pour moi, j'enseigne, mais j'enseigne pas toujours à Maniwaki. Des fois, je dois me déplacer sur le territoire québécois. Donc, ça m'est arrivé de participer à des réunions en Teams. Puis ça, je trouve que, comme vous dites, c'est une fonctionnalité moderne qui est à exploiter par les conseils municipaux parce que ça facilite notre conciliation, travail, famille, mandat municipal, grandement, là, de savoir qu'on a cette possibilité-là. Et toujours de ne pas se sentir mal si on la choisit, tu sais, de ne pas se sentir jugé. Ah, on sait bien, Madeleine est encore en Teams. Tu sais. Ça, je trouve que l'attitude est importante. Outre les outils, il faut qu'on sente vraiment une attitude d'ouverture de la part du conseil et des collègues, là. Je trouve ça extrêmement intéressant et je voudrais rebondir sur plusieurs éléments que vous avez amenés. Vous avez parlé de soutien des collègues, d'attitude d'ouverture, de l'hybride. On vient d'en parler avec cette possibilité de pouvoir le faire à distance quand c'est nécessaire, du travail d'équipe. Et je trouve ça super intéressant d'entendre cette entraide que vous pouvez vivre tous les deux au sein de vos conseils. Mais je pense aussi savoir et le dire sans trop de risques, vous êtes privilégiés, en tout cas ça ne se passe pas partout, comme ça en tout cas, dans ce que j'entends, dans les pratiques un peu informelles, qui ont été mises en place, dans ces stratégies qui ont été mises en place, elles sont beaucoup, dépendantes, comme tu le disais Madeleine, de l'attitude d'ouverture, donc c'est très interpersonnel en fonction des personnes qui sont présentes autour de la table. Et donc c'est chouette quand ça se passe bien, mais quand ça se passe pas bien, c'est là où le bas blesse un petit peu et donc on voulait vous entendre,
tous les 2 sur est-ce que, vous avez, à votre connaissance, des mesures plus formelles pour vous soutenir et vous aider dans cette conciliation. Donc, est-ce qu'il en existe? Est-ce que vous en connaissez? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont applicables et appliquées au sein de vos conseils? Et j'aurais une deuxième question, un peu en fil rouge de celle-ci, qui serait de savoir si euh, vous pensez à des solutions qui seraient souhaitables et aidantes, des solutions donc plus formelles. Là où je voudrais vous emmener, c'était aussi pour que tout ce poids de la responsabilité de la conciliation ne pèse pas uniquement sur les personnes élues directement, mais qu'elle puisse être partagée et prise aussi en charge par la collectivité et les organisations. Et donc voilà, est-ce que vous pensez à des solutions qui pourraient être souhaitables ou aidantes pour les personnes élues en matière de conciliation? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut se lancer dans ce vaste sujet. Je pense que chaque conseil est souverain. Alors, il peut décider de ses fonctionnalités. Il faut s'assurer qu'on a les officiers municipaux de notre côté parce que souvent, ça va allonger des journées pour ces gens-là qui sont habitués de travailler, par exemple, de 9 heures à 4 heures. Premier élément, et ça, on peut en décider ainsi. Nous autres, c'est la première chose qu'on fait en début de mandat. On règle déjà nos heures de travail. On va de 7 heures le matin à 8 heures le soir et les week-ends pour les représentations publiques. Et ça, à travers cette fenêtre-là, on demande aux gens d'être présents en hybride ou être présents physiquement. Alors, et hybride, là, c'est tout nouveau. Nous, c'est un petit peu avant la pandémie, mais on avait déjà mis ça en place pour permettre aux jeunes familles, aux jeunes élus de pouvoir participer à nos échanges. L'autre élément, il y a le côté légal. Le code municipal et la loi des cités civiles ne permet pas à un conseil de siéger à distance. Alors, on pourrait partir de là pour dire, ben voilà, on va faire un effort à ce moment-là pour permettre à ces familles-là, aux gens qui sont à l'extérieur, mais qui veulent encore représenter leur municipalité lors d'un échange public, de pouvoir le faire. Présentement, c'est impossible. Alors, je pense qu'on peut le faire de l'interne, mais on doit aussi regarder du côté législatif pour s'améliorer et d'arriver au 21e siècle. À Maniwaki, je dirais que comme ça semble être le cas à Joliette, on a réglé des choses en début de mandat aussi. Le mandat actuel et le précédent aussi, qui sont les deux, là, je ne veux pas dire sous le règne, là, mais avec la même mairesse qui a été élue. Donc, elle a instauré dès le début des mandats tu sais, un calendrier fixe pour les rencontres. Oui, évidemment que le calendrier des conseils municipaux est connu à l'avance, là. Ça doit l'être, mais nos comités. Avant, c'était pas le cas. Puis il y avait beaucoup de comités en soirée. euh, en tout cas, ça semblait plus difficile. Fait qu'on a établi un calendrier de façon concertée. Fait qu'on s'est vraiment réunis pour dire qu'est-ce qui pourrait plaire ou faciliter la vie de la majorité. C'est difficile d'avoir l'unanimité, là. Puis, on a établi donc une journée par semaine, en fait, c'est pas par semaine, par mois. Une journée par mois, c'est nos comités. Et on s'est même organisé pour que les comités, par exemple, auxquels je siège, soient en continuité, de sorte que je n'ai pas à quitter le travail, revenir, requitter le travail. Donc, de savoir la période qui doit être consacrée à ces comités-là à l'avance, c'est facilitant. Puis que ça a été fait de façon concertée aussi. Donc, deux choses, à l'avance et concerté, c'est très facilitant. Le mode hybride aussi, et là, je vais abonder dans le même sens que M. Beauséjour. Si les conseils municipaux avaient une réglementation qui leur permet aussi, dans une certaine mesure, là, que les élus, de temps à autre, puissent, lorsqu'obligés, siéger de façon virtuelle. Ça pourrait être, je pense, quelque chose, une solution. Une solution, comme vous dites, plus institutionnelle, là, outre toutes les solutions relationnelles qu'on peut trouver. Je pense que ça pourrait être aidant. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que à Maniwaki, vous avez déjà introduit le concept de télétravail pour l'ensemble des employés, mais aussi pour les élus? Euh, on peut le faire à distance, excusez-moi. On peut le faire à distance, mais il reste que quand tu l'as en politique écrite, c'est plus simple de dire aux gens, ben, c'est permis, non seulement pour les employés, mais pour nous aussi, parce qu'on fait partie de l'équipe municipale. Effectivement. C'est une bonne question. Je sais qu'il y a des règles qui existent pour les fonctionnaires, mais là, est-ce que ça s'applique à nous? Je ne sais pas. Puis ça, c'est un des points que je voulais amener. Je pense qu'on manque d'informations
les élus sur ce qu'on peut demander, ce qu'on peut faire, si tu légal, si tu j'ai-tu l'air bizarre si je demande ça à mon conseil? Fait que, tu sais, ce qu'on est en train de faire, là, cette balado et tous les travails d'information, de diffusion d'informations qui est autour de ça, je trouve que ça fait partie des solutions pour que quand les gens veulent se présenter en politique municipale, ils soient plus au courant ou quand sont élus, ils soient plus au courant aussi de leurs droits et de leurs possibilités de pouvoir mieux organiser leur vie, les différents aspects de leur vie. Tu as tout à fait raison, Madeleine. C'est vraiment vrai. Moi, la seule chose que je me dis, je suis redevable envers un groupe de personnes, c'est les électeurs. Le reste, tout se peut se changer à l'intérieur. Alors, si je suis capable d'influencer le comportement d'un collègue, d'un autre, je pense qu'on a déjà un filon sur lequel on peut bâtir quelque chose pour le futur. C'est bien dit, puis je pense que tous les élus autour de la table, c'est ce qu'ils veulent en priorité, servir leurs électeurs. Le reste, comme vous dites, on devrait pouvoir s'organiser entre nous et avec notre organisation municipale, avec la municipalité, pour que ça se passe le mieux possible, pour qu'on puisse remplir notre rôle, en fait. Tout à fait. Wow, vous nous avez fait faire vraiment un beau tour d'horizon. Puis effectivement, je trouve que le filon que vous avez législatif est assez intéressant parce que il y a peut-être aussi de l'ouvrage qui pourrait être fait par un autre palier de gouvernement qu'on nommera pas ici. Mais écoutez, j'ai juste le goût de vous dire, merci, quel beau témoignage que vous avez fait. Vous avez fait vraiment un beau tour d'horizon. Mais ça a été un plaisir. Merci de creuser la question. Je pense que c'est important. Merci, Madeleine. Espérons te voir en personne dans un congrès quelconque. Mais ça va me faire. Quand je vais voir que Maniwaki est là, c'est sûr que je vais vouloir te rencontrer. Au plaisir. Même chose pour moi. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Bye. Avec ce que nous venons d'entendre, il semblerait que la conciliation famille-travail relève de la jonglerie ou même d'un travail d'équilibriste. Le Québec s'est doté d'outils de législation qui ont transformé le marché du travail et qui ont permis aux maires d'entrer plus massivement sur celui-ci. Nous pouvons penser à la mise en place des CPE ou au RQAP, qui permet aussi aux pères de prendre part plus équitablement à la parentalité. Au cours des 2 dernières années, c'est plus de 500 personnes élues municipales qui ont démissionné de leur poste. Plusieurs dimensions du travail d'élus sont en jeu ici. Nous pouvons penser aux conditions d'exercice de la fonction qui ne sont pas assujetties aux normes du travail. Nous pouvons aussi penser aux défis climatiques, à la rémunération, surtout dans les petites municipalités, qui obligent les personnes élues à conserver leur travail afin de boucler les fins de mois. Pensons également aux congés et aux autres avantages que confèrent les normes du travail auxquels ils n'ont pas droit. Comme l'énonçaient Luc et Madeleine, certains conseils municipaux prennent le temps de discuter des enjeux temporels et proposent des mesures internes en début de mandat pour faciliter la participation de toutes les personnes élues, comme des rencontres hybrides, des journées dédiées aux divers comités, etc. Ces mesures demandent de l'ouverture et de la compréhension des réalités des personnes et de prendre en compte les impératifs de chacun. Ce genre de mesures informelles sont un pas dans la bonne direction et permettent de favoriser la diversité des profils dans les conseils. Cette diversité est essentielle afin de bénéficier d'expertise, de points de vue enrichissants et d'une meilleure représentativité de la pluralité des aspirations et des besoins de la collectivité. En effet, pour 9 personnes sur 10, la conciliation famille-travail est l'un des 3 critères primordial, pour choisir un emploi. En filigrane de ces diverses difficultés associées au travail des personnes élues, c'est la démocratie municipale ici qui est en jeu. L'objectif ultime est de faciliter la conciliation afin de lever le maximum de barrières qui nuisent à l'implication politique des femmes et des hommes. Cette conciliation diffère entre les femmes et les hommes. Pour atteindre l'égalité, beaucoup de travail reste à faire dans la sphère privée et professionnelle pour atténuer les stéréotypes et favoriser la coparentalité. Avec plus de 1100 municipalités, le palier municipal a amplement la marge pour viser la parité. N'oublions pas que la parité n'est toujours pas atteinte aux autres paliers de gouvernement. Comme vous avez pu l'entendre, le secrétariat de la condition féminine et Espace Muni ont uni leurs forces afin de documenter la réalité des personnes élues municipales en termes de conciliation. Les résultats du sondage et des groupes de discussion nous amènent à rédiger un plaidoyer à destination du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
Sensibiliser les personnes élues et les conseils municipaux à l'enjeu de conciliation, famille, travail et vie politique. Accompagner les municipalités dans l'obtention d'un sceau de reconnaissance Concilie-Vie afin d'adopter les bonnes pratiques en matière de conciliation. En attendant 2024, n'hésitez pas à aller visiter le site web du Réseau pour un Québec famille qui propose le sceau Concilie-Vie qui reconnaît les employeurs qui mettent en place des mesures et des pratiques facilitant la conciliation. Enfin, si cet épisode vous a plu, restez à l'affût des prochaines communications d'Espace Muni. D'autres contenus sur ce sujet vous seront proposés sous différents formats, tels une page web sur le projet, un second épisode de balado, des webinaires, des capsules vidéo et quoi encore. Super intéressant, Richard. En effet, je vous invite, chères auditrices et chers auditeurs, à nous suivre, Espace Muni, que ce soit sur sa page Facebook, la page LinkedIn ou même aller sur notre site web, aller vous abonner à notre infolette. Une fois par mois, c'est super intéressant. De cette façon-là, vous ne manquerez jamais une information en lien avec les projets ou les programmes d'Espace Muni, dont, évidemment, tout ce qui a trait à la conciliation. Eh bien, je vous remercie, Fanny, Richard. Vraiment, c'est ce qui conclut cet épisode du balado municipal. Vraiment, c'était super intéressant. J'aimerais aussi remercier Maude Vigée-Meilleur du Réseau pour un Québec famille et Marie-André Chabot du Secrétariat à la condition féminine d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui de venir nous parler de conciliation. Ce fut vraiment autant plaisant qu'intéressant. Plaisir partagé, merci. Oui, également pour moi. Un gros merci, Antoine. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous quatre et bonne fin de journée à vous, chères auditrices et chers auditeurs. J'ai déjà hâte de vous retrouver pour un prochain épisode du balado municipal.